Sharon, l'opération Rempart, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période où on a vu le camp de réfugiés de Jénine écrasé par les bulldozers, où on a entendu parler d'Arafat humilié, enfermé dans la Moukata. Nombreux ont été les Juifs qui se sont sentis mal et qui ont eu envie de dire « Non, nous, on n'est pas de ce bord-là, pas en notre nom ». On sait donc l'UJFP s'est étoffé à ce moment-là, disons en 2002, à partir de 2002. Et notre premier mot d'ordre, c'était « deux États pour deux peuples ». C'était un slogan, disons, où il y avait peut-être une part de mauvaise foi, parce que deux peuples, il y avait un État juif qui avait 78% du territoire, un État palestinien qui avait 22% du territoire, et avec cette formule, on ne parlait pas des réfugiés. Donc, on a vu peu à peu la situation, de toute façon, s'aggraver de telle sorte, avec les colonies qui progressaient sans arrêt, que peu à peu, on a évolué. Et c'est Pierre Stamboul, il faut bien le dire, le premier qui s'est affirmé comme antisioniste, provoquant d'ailleurs pas mal de tumultes au début. Peu à peu, eh bien, il a gagné la partie parce que la situation est devenue tellement plus claire d'année en année qu'on était bien obligés de devenir, nous, juifs, antisionistes. Alors, il dédicacera son livre du projectionniste au génocide. Quant à Sarah, je disais que ce sont deux personnalités éminentes de l'UJFP que vous avez là. Sarah, elle a d'abord vécu 2 ans à Gaza, ce qui est quand même pas courant, et elle peut en parler donc en ayant vu ce qui se passait sur le terrain. Et elle a fait partie de la flottille de la liberté en 2018, une flottille qui était destinée à briser le blocus et à porter des vivres à Gaza. Elle a été interceptée par la police israélienne en toute illégalité parce que le bateau voguait sur des eaux internationales. Elle a été incarcérée pendant 4 ans. Pas 4 jours. 4 jours. Voilà. Et elle a écrit tout récemment, elle est co-autrice d'un livre qui s'intitule Gaza, mort, vie, espoir. Voilà. Vrai bonheur de vous voir tous ici. La situation est actuellement absolument effroyable et en plus on vient d'avoir de très mauvaises nouvelles de notre équipe de Gaza. Donc voilà, mais pourtant ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'existence de la société civile à Gaza et de la façon dont nous avons réussi au fil des années, presque une dizaine d'années, à organiser ce que nous appelons, au sens strict du terme, la solidarité. L'UJFP, ce n'est pas une organisation humanitaire, mais si on veut être en soutien d'une population qui est en cage, alors il faut lui apporter ce que l'occupant lui retire. Il faut lui apporter de l'argent, il faut lui apporter de la visibilité. Et petit à petit, l'UJFP et l'équipe de Gaza, on a appris à se comprendre, à comprendre comment on fonctionnait les uns les autres. L'idée de base, c'était la suivante. Quand on veut écraser un peuple, on l'empêche de produire ses moyens de subsistance. Je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de Geronimo, c'est extrêmement intéressant. Quand Geronimo, c'est le méchant, c'est celui qui ne s'est jamais rendu. Quand finalement il est battu, vraiment il ne reste plus qu'avec un tout petit nombre, et ils sont battus, et il s'attend à ce qu'ils soient tous tués. Et là, le responsable du bataillon qui a finalement obtenu la victoire lui dit « Mais non, game over, ne t'inquiète pas, tu es battu, il ne se passera rien. Tu peux aller dans cette vallée avec les tiens et t'installer. » Et alors Geronimo dit mais nous sommes des chasseurs. Nous, vivre, ça veut dire qu'il nous faut des territoires de chasse, il nous faut de la place. Et la réponse a été mais ne vous inquiétez pas,
on va vous nourrir. Et c'est comme ça qu'on obtient qu'un peuple, petit à petit, ne soit plus capable de faire population. Et c'est ce qu'Israël essaye avec application depuis maintenant des décennies et des décennies. Et en particulier sur Gaza, à partir déjà avant, hein, mais à partir du blocus qui a en fait toujours existé, hein. L'idée de l'occupant, c'était de diviser le territoire de la Palestine en petits morceaux qui ne se parleraient pas. Donc Gaza, ça a toujours été difficile d'en sortir, d'y rentrer, mais à partir de 2007, il s'est installé un blocus qui est devenu quasiment hermétique au fil des années. Et donc les deux corps de métier qui ont été particulièrement martyrisés ont été les pêcheurs et les paysans. Parce que tant qu'il y a de la pêche et tant qu'il y a de la culture, la population peut vivre. Alors, il n'est pas question de parler d'indépendance alimentaire sur un si petit territoire, c'est absurde, mais quand même, le fait qu'on puisse apporter du frais, qu'on puisse apporter des œufs, qu'on puisse apporter du lait et qu'on puisse apporter du poisson, ça change complètement la donne par rapport au fait d'être pieds et poings liés à ce que l'occupant accepte de laisser entrer. Donc, je veux bien démarrer le... Je suis pas prête. Alors, ça fait rien, je continue comme ça, vous verrez les images après. Donc l'histoire de l'UGFP avec le groupe de paysans des villages de Kouza et d'Abassan, c'est-à-dire le sud-est de la bande de Gaza, l'est de Khan Younis, il faut bien voir que les terres agricoles, hein, elles sont le long de la barrière de séparation, juste pour une raison simple, qui est que la barrière de séparation, elle a coupé les champs en deux, c'est-à-dire qu'en réalité, la terre devant et la terre derrière elle appartenaient au village. Mais les villages ne peuvent plus accéder que jusqu'à la barrière de séparation. Donc ça commence sur la question de l'eau. La question de l'eau est une question essentielle. La législation internationale sur l'eau, elle est très ancienne. C'est une des premières législations. L'idée qu'il n'est pas autorisé d'utiliser l'arme de l'eau, l'arme de la soif et l'arme de l'impossibilité de cultiver, parce qu'on ne cultive pas si on n'a pas d'eau, ça a été acté depuis fort longtemps. Or, c'est un des exemples très précis sur le fait qui est documenté, qui est connu, qu'on voit avec les photos satellites, c'est très connu. Il y a eu une opération d'Israël autour de la bande de Gaza qui a consisté à creuser des centaines de puits, ce qui fait que la nappe phréatique est devenue bien moins alimentée puisque l'eau coule je dirais, des hauteurs de la Cisjordanie jusqu'à la Méditerranée vers Gaza. Et évidemment, dans ces cas-là, c'est l'eau de mer qui rentre. Donc l'eau à Gaza a été de plus en plus salée jusqu'à devenir totalement inconsommable. Alors je voudrais vous donner une anecdote parce que pour moi c'est une anecdote qui en dit très long sur la complicité de fait des organismes qui seraient censés appliquer le droit. Lorsque j'étais à Gaza, donc on doit être en 2013 à ce moment-là, l'Europe décide de mettre de l'argent dans une usine de désalinisation de l'eau de mer, une grosse usine. C'est avec Fleur et tout ça, et le consulat de France à Jérusalem vient pour la pose de la première pierre. Les paysans s'organisent autour de leur syndicat, l'UAWC, et viennent faire une manifestation silencieuse, extrêmement calme, mais très impressionnante, et ils ont leur banderole qui explique pourquoi ils sont là, écrite évidemment en gazaoui. Et la responsable adjointe, la consul adjointe, me repère et elle m'appelle et elle me dit agacée, mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Alors je lui dis, ce qui est écrit, c'est ce qu'on vous demande, c'est l'application du droit international et que l'on impose à Israël de ne pas pomper au-delà de son autorisation sur la nappe phréatique. Et elle me répond, ah oui, mais ça, on ne peut pas. Voilà, donc il s'est installé autour de la Palestine une espèce d'équilibre, de pseudo-équilibre, où l'ensemble des gouvernements, une grande partie des organisations internationales, en fait, sont faillis dans la défense de la Palestine, mais pour se rattraper, alors on apporte des miettes pour que ce soit juste vivable.
Face à ça, la décision de contrer frontalement le défense de produire a rencontré un accord, on s'est trouvé en accord très profond entre les paysans et l'UGFP sur l'idée que c'était le point fondamental et tout va être fait pour essayer de les aider à cultiver. Donc, je pense que si je fais ça, ça doit marcher. Voilà. La première opération a été la création d'un château d'eau. L'idée était très simple, hein. Israël manipule l'électricité, donc il y avait très peu d'électricité. Or, si vous n'avez pas d'électricité, vu que la nappe phréatique est très basse, à plusieurs centaines de mètres, 200 mètres, bah, vous n'avez pas d'eau. L'idée était donc de construire un château d'eau pour avoir une réserve d'eau en hauteur. On la remplit quand on a les quelques heures d'électricité et ensuite par gravitation, ça peut alimenter les fermes qui sont raccordées. On a appris là, au bout d'une année ou deux, quasiment une année, une première leçon très forte. Les paysans sont venus nous dire: «C'est très bien, on est plus que contents, c'est exceptionnel d'avoir ça. Mais il faut bien comprendre, il ne suffit pas d'avoir l'eau, il faut aussi qu'elle soit à un prix où on peut l'acheter. Sinon, si vous faites un équipement cher et que finalement seuls les gros paysans peuvent se raccorder, alors vous avez loupé ce que vous avez annoncé de faire». Et donc, on a compris à ce moment-là qu'aider un peuple qui est sous blocus, qui est dans une situation d'injustice fondamentale, c'est pas juste ramasser de l'argent et leur dire regardez, vous pouvez construire. C'est être constamment à leur côté. L'image que j'emploie pour qu'on a appris petit à petit est la suivante. Nous, population civile française, mouvement de solidarité français, nous devons être la main que l'occupant tient menottée. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, eh bien, c'est à nous de le faire. Et donc, on a créé une collecte permanente pour pouvoir subventionner le prix de l'eau, le maintenir sous le très fameux 1 shekel. En fait, on a même réussi à 0,8 pour que l'ensemble des paysans puissent profiter réellement de l'équipement. J'aime beaucoup montrer cette photo. Pardon. J'aime beaucoup montrer cette photo parce que vous voyez, vous avez le maire de Couza qui est là à la table et face au maire de Couza, les paysans parlent avec beaucoup de force. Ils ont une très forte conscience qu'ils ont le savoir-faire, qu'ils sont utiles à leur société et ils disent aux autorités de Gaza, vous devez nous aider quand on vous a des revendications sur telle et telle chose, vous devez les examiner parce que nous sommes la population et cette partie de la population qui permet à l'autre de manger. En quelques années, on s'est beaucoup renforcé, on a pu créer un partenariat avec une association beaucoup plus forte que nous et sur lequel on s'est retrouvé totalement en accord, qui s'appelle Humanitaire, qui est en réalité le CBSP, ceux qui les plus anciens militants connaissent, et qui était attaqué, comme beaucoup de grosses associations musulmanes, par le gouvernement français pour des peccadilles, mais de manière à les empêcher de fonctionner. Et donc, ils avaient dû sous-mariner, réapparaître sous ce nom-là. Il faut savoir qu'il y a un an, Pierre, maintenant, 2 ans, un an, à nouveau, ils ont été attaqués et d'une manière terriblement sournoise, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions administratives de bloquer leur compte, d'aller sur dans leur bureau, de saisir tous les ordinateurs et tout ça, bref, de les empêcher de travailler, mais ils ne sont pas dissous. Ils sont juste, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils n'ont pas de possibilité de se retourner vers la justice pour demander justice, justement. Donc, voilà, nos partenaires sont actuellement dans une situation très difficile et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. La complicité du système administratif français, de fait, avec l'occupation et maintenant avec le génocide, est immense. Là, on a l'exemple d'essayer d'avoir rendu silencieuse une association qui fonctionnait extrêmement bien. Alors oui, je vous donne l'argument quand même. Il semblerait qu'ils aient trouvé, vous savez, il y avait cette fable des tunnels.
Il n'y a jamais eu de tunnel sous l'hôpital Shifa à Gaza. Il y avait des sous-sols, d'ailleurs, qui avaient été fabriqués par Israël au moment où elle était sur le terrain. Donc, dans les sous-sols, ils ont trouvé des chaises roulantes pour handicapés qui étaient marquées humanitaires. Ils ont donc été accusés de soutien du terrorisme. Et j'enjambe sur une question qui me tient particulièrement à cœur. Actuellement, ce qui est en train de se mettre en place contre toutes les associations, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient tout à fait autre chose, c'est l'étranglement par l'argent, c'est-à-dire l'impossibilité de faire des virements bancaires sur une banque palestinienne. Dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas vivre sans virement bancaire. Le fait que le système financier puisse décider qu'il y a des parties du monde qui n'y auront pas droit, c'est énorme. Et c'est ça qui est en train actuellement de se mettre en route. Je reviens sur les actions qui ont été faites. Donc, notre pépinière. Ah, pardon, je me trompe de. Et enfin, les projets se sont déroulés sur l'ensemble de la bande de Gaza en prenant de l'ampleur avec l'invention, d'une part, le suivi des cultures. N'importe quel paysan pouvait appeler. On avait un agronome à mi-temps et une voiture se rendait sur les champs pour répondre aux questions. Notre camarade Abou Amir, que vous voyez là de dos, disait en riant, en réalité, quand ils nous appellent, eux-mêmes savent très bien, mais ça les rend confiance, ça les conforte qu'il y ait quelqu'un un homme de science, qui leur dise oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et pour tous ceux qui racontaient, parce que je crois que maintenant, mais j'espère, hein, l'idée que finalement la racine de ce qui se passe, c'est que les gens ne pourraient pas se comprendre quand les uns sont musulmans et les autres sont juifs. Pendant 2 ans, une voiture sur laquelle il y avait nos 2 sigles, dont celui de l'UGFP, a sillonné toute la bande de Gaza. Et comme Union juive française pour la paix, c'est pas très sexy, les copains ont mis en gros Union juive, et puis en petit Française pour la paix. Et cette voiture a sillonné sans le moindre problème, au contraire, la bande de Gaza. Alors, on en était là, et on en était au fait que prenait, grâce aux ateliers, petit à petit corps l'idée d'une transition vers une agriculture qui serait plus respectueuse, parce que, évidemment, ils sont sous blocus. Donc, ils prennent ce qu'on leur envoie. Et en particulier pour les pesticides, toute une partie des pesticides qui étaient vendus à Gaza étaient interdits dans le reste du monde pour nocivité, mais se déversaient sur Gaza. Les paysans en prenaient tout à fait conscience et ils étaient en train d'imaginer des solutions appuyées sur le mouvement de solidarité français pour tenter des expériences pour arriver à une agriculture propre. Et à ce moment-là, je vais vous passer ça parce que sinon je suis trop longue. Je reviendrai après. Et ça aussi, je vous l'ai dit. Voilà. Et à ce moment-là, le 7 octobre a eu lieu et l'attaque génocidaire, c'est des. Alors, je ne suis pas là pour vous parler du 7 octobre, mais maintenant, je répondrai avec passion à toute question. Mais pour le mettre en un seul mot, avant toute autre chose, le 7 octobre, c'est une sortie de la cage. Et ceux qui sont responsables, c'est ceux qui ont construit la cage. Penser qu'il n'y aurait pas de sortie de la cage, c'était totalement imbécile. Et moi, pour avoir vécu pendant 2 ans, avoir vu mourir sur la barrière de séparation, je dois vous dire, malgré toute l'angoisse qu'on pouvait avoir, et on était avec notre camarade Abou Amir au Caire, et il a eu tout de suite compris que ça allait être terrible, avec toute l'angoisse qu'on avait, eh ben, quand j'ai vu la barrière par terre, j'étais contente. Je veux dire, on ne peut pas maintenir une population enfermée sans penser qu'à un moment donné, elle réclamera juste le droit d'exister. Ça ne lave pas toutes les questions, mais c'est la question fondamentale. Si on ne comprend pas cette première chose, alors on peut. Donc, les attaques ont été effroyables, et en particulier sur le camp de Jabalia, qui a souffert tous les 2-3 mois, mais de bombardements dont vous ne pouvez même pas avoir l'idée, et toujours aux mêmes endroits, et toujours parce que le camp de Jabalia, c'était celui de la première intifada, et ça, ils étaient bien décidés à plus laisser quelqu'un vivant. Et donc, sous les bombardements, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dû se déplacer à pied et sont descendus vers le sud de plus en plus. Et puis, l'armée israélienne prétendait qu'il y a des zones sans risque. Et puis, une fois que les gens étaient installés là, on bombardait les zones dites sans risque. Alors voilà,
Aller en camp de toile, hein, c'est un peu dans l'ADN des Gazaouis, hein. Je vous ai mis la photo de 47. 47, 2024, c'est la même chose, on est sous tente et le problème essentiel est celui de l'eau. Euh, c'est de la folie de s'acharner comme ça sur un peuple pendant tant d'années sans que le système international dise ça, c'est pas possible, ça, on ne peut plus le faire. Et donc, les Gazaouis ont vécu 16 mois sous camp de toile. Ils ont eu quelques semaines en janvier où on a cru qu'on pourrait respirer. Et les bombardements ont repris et les camps se sont reconstruits. Alors, j'attire votre attention sur la chose suivante. On nous disait souvent comment on peut aider. La chose essentielle, quand on est comme ça, dans une situation enfermée, sans aucune infrastructure, eh bien, c'est celle de l'hygiène et des toilettes. Et vous imaginez bien, hein, si ici je ferme la porte et que je dis maintenant personne ne sort, la première question qui va se poser au bout de quelques heures, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et donc, le premier argent envoyé par l'UGFP, ça a été pour essayer de faire des toilettes de fortune, hein, mais au moins que ça existe. La deuxième chose, ça a été d'aider aux cantines collectives. Il ne faut pas rêver, hein. Quand un peuple est écrabouillé sous les bombardements, dans l'injustice totale, vous avez tout l'éventail de réactions possibles. On est payé pour savoir ça en France, hein. On a eu le marché noir, on a eu les collabos. Bon, eux aussi, ils ont le marché noir. Ils ont eu le marché noir, eux aussi, ils ont eu ça. Mais ils ont eu essentiellement, pour la masse des gens présents, des 2 300 000 personnes présentes, un réflexe collectif. Et donc l'idée, dès qu'il y avait un corps de toile à peu près stabilisé, c'était de créer des cantines collectives parce que lorsqu'on achète pour 100 familles, voire pour 1000 familles, comme c'était le cas pour les paysans, on est beaucoup plus fort face aux commerçants. On peut négocier beaucoup mieux. Et donc, l'UGFP a été capable, pendant 15 mois, et ça continue encore, mais je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir continuer, d'alimenter suffisamment d'argent pour que la cantine collective fonctionne 3 fois par semaine, pas plus. Mais quand même, sans discontinuer. Et ça a donné, c'est plus que de la nourriture, ça donne confiance, quoi. On sait quand même qu'il y a des gens à l'étranger qui nous appuient. La deuxième, au bout de 4-5 mois, hein, la deuxième chose, c'est que ça a été un petit peu stabilisé. La deuxième chose, ça a été la scolarisation des enfants. À Gaza, la scolarisation, c'est sacré. À Gaza, il y a 0,eps d'analphabètes contre 30% dans l'Égypte voisine. Hein, il faut bien voir où on en est. L'idée, et je me souviens très bien du premier mail sur cette question de notre camarade Abou Amir, qui disait on ne peut pas leur faire perdre plus. Ils viennent déjà de perdre 6 mois. Alors, il faut bien voir, hein, on est sous les bombardements, on est en camp de toile, on est dans des conditions sanitaires déplorables, mais le raisonnement, c'était ils viennent de perdre 6 mois de scolarité, on doit les scolariser parce qu'autrement, on va finir par avoir élevé des ânes. Il faut qu'ils puissent avoir accès à la culture, au savoir. Et donc, ils ont choisi 3 matières, l'arabe, l'anglais et les mathématiques. Et les tentes de solidarité, les tentes de scolarisation se sont retrouvées un peu partout dans les camps de la bande de Gaza. Nous, on a pu en soutenir d'abord un, puis 2, puis 3, puis jusqu'à 5, mais d'autres associations, et des très grosses ONG internationales ont embrayé là-dessus. Et donc, une partie des enfants a eu au moins un minimum d'apprentissage et un minimum de moments où ils peuvent croire qu'ils sont des enfants. À côté de la scolarisation avec apprentissage, les camarades ont créé des ateliers de soutien psychologique. Évidemment, les enfants vont mal, hein, ils vont forcément extrêmement mal. Je veux dire, je crois que est-ce que c'est l'UNICEF qui avait dit ça? L'endroit du monde le plus dangereux pour un enfant, c'est Gaza. Face à ça, le simple fait d'avoir des professionnels
psychologues qui viennent, qui font jouer, qui font détendre, qui donnent des techniques. Ça joue un rôle très important et ça, on avait commencé en réalité avant, octobre 2023, y compris avec les agriculteurs. Ça avait été une demande des agriculteurs d'avoir des ateliers de soutien psychologique pour les agriculteurs et les agricultrices. Et donc, sur cette base-là, on a continué pour les enfants, pour les femmes. C'est bien connu, hein, dans des situations extrêmes comme ça, la situation des femmes, elle est doublement effrayante parce que elles ont en réalité la charge matérielle de la famille et la charge affective, et aussi parce que quand il n'y a plus aucune intimité, que tout est dans la promiscuité, on est aussi soumis à des tensions, voire à des agressions. Et donc le fait d'avoir des lieux où on peut parler, et vous voyez, on croirait presque qu'on est en temps de paix. On n'est pas du tout en temps de paix. C'est pris en plein moment de bombardement, hein. Et à la demande des équipes, se sont créés aussi le même type d'atelier réservé aux hommes, et ça a très bien marché. C'est-à-dire que, effectivement, il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne souffre pas énormément, et le fait d'avoir, y compris des moments de jeu, ces jeunes gens qui sont là, ces jeunes hommes, pères de famille, ça a permis d'avoir des moments où on a l'impression que la vie ressemble à quelque chose. Une des principales dépenses qui ont été faites et que la collecte a alimenté, c'est les produits sanitaires, les produits chlorés. Il y a eu un coup de chance qui est qu'Abou Amir a pu trouver une entreprise qui avait encore des stocks et qui a accepté de fabriquer des produits corrects à un prix. Il faut bien voir, hein. On a réussi à faire 6 campagnes. Une campagne pour 4 camps, c'était 5 000 € quand même, hein. Il fallait assurer, hein. Mais il a eu des réactions de personnes qui lui disaient: «Bien sûr, on a faim, mais ça, c'est encore plus important que la nourriture, parce que si on ne peut pas maintenir propre, alors on n'est plus rien du tout, quoi. C'est fini». Toujours la bagarre de l'eau, on est aussi intervenu dans cette question. C'est la question essentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à obtenir qu'on ouvre la barrière de séparation et qu'on laisse rentrer les camions de fioul, alors on ne peut plus alimenter les générateurs qui tirent l'eau et les gens vont mourir de soif, tout simplement. Et enfin, ça a été une décision de l'équipe Gaza de dire: «C'est bien, on se bat camp par camp». Nous, eux, ils étaient au milieu du camp des agriculteurs, un des plus grands camps, mais plusieurs autres camps se sont ralliés aussi. Mais il faut aussi avoir une aide transversale, c'est-à-dire que dans chaque camp, il y a quand même des gens qui souffrent plus que d'autres. Il y a des gens qui sont démunis, qui n'ont plus rien du tout, et ceux-là, il faut aller les chercher. Et donc, il y a eu des campagnes transversales comme ça. Celle-là, on l'a appelée Hiver à l'abri, avec des distributions de vêtements. Et l'homme que vous voyez qui se retourne, c'est Zacharias, c'est le responsable des syndical des pêcheurs. Et là, on est dans le camp des pêcheurs. Et voilà, et Zacharias est toujours là. Et je vous parlerai peut-être s'il y a des questions sur les pêcheurs actuellement. Donc voilà, ça ressemblait à ça, la bande de Gaza, quand le cessez-le-feu arrive en janvier. Vous voyez quand même que les parties noires sont des parties où les tanks se promènent comme ils veulent, où personne ne peut aller. Et le fameux, peut-être vous avez entendu, couloir de Netzarim, qui est là, coupe la bande de Gaza en deux. Et l'idée, manifestement, c'est d'agrandir au sud la partie qui sera noire, de rétablir le couloir de Netzarim et d'effacer totalement ce qui est au nord. Alors nos agriculteurs.
dans un premier temps, le corps des agriculteurs, ils sont donc déplacés de l'est de la bande sur l'ouest, ils sont quasiment au bord de la mer, comme la plupart des camps étaient au bord de la mer. Mais dans les interstices urbains, il restait un petit peu de place. Alors, pas de serre en état, hein, mais la place quand même en dessous. Et donc, des agriculteurs de Deir el-Balar sont venus en octobre 2024 voir l'équipe UJFP Gaza, notre camarade Abou Amir, et lui dire, voilà, on te propose la chose suivante. Nous, on veut remettre en culture. C'est notre métier, on veut, on peut. Et on sait que les prix sur le marché ont atteint... Il y a des denrées qui ont été multipliées par 200, hein, le prix. Nous, on te propose la chose suivante. Obtiens de ton association le fait qu'il nous donne l'argent de quoi acheter un générateur et le fioul à mettre dedans. On aura de quoi arroser et nous, on se débrouille pour sortir les légumes et les vendre à un prix normal. Et ça a très bien fonctionné. Et j'ai un souvenir ému sur cette photo parce que la première fois qu'on l'a publiée sur le site de l'UJFP, j'ai reçu une réponse quasi violente, mais de quelqu'un que j'adore, hein, qui me disait « Mais c'est quoi de nous envoyer des photos qui sont manifestement des montages ou alors vous avez été chercher une ancienne... On sait bien que dans Gaza, c'est pas possible. Tout est possible à Gaza. Tout est possible. Il vous reste 5 mètres carrés, vous allez en faire quelque chose. Sauf que maintenant, on est vraiment à l'os. » Alors voilà, les agriculteurs ont sorti en décembre, je crois, la première récolte de tomates. Et comme ils l'avaient promis, ils l'ont distribuée aux plus démunis parce que en vente libre, la demande était trop forte, aux plus démunis à un prix qui était tout à fait acceptable. Alors voilà, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que quand une population veut, c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Quand on veut soutenir une population dans cette condition-là, alors il faut la soutenir tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'eux ne peuvent pas faire. Et l'appel que je lance maintenant, avec le retour des bombardements qui sont d'une sauvagerie inouïe, la question qui nous est posée, à nous, société civile de France, c'est la suivante. Où nous sommes capables d'imposer à notre gouvernement d'arrêter sa complicité, de l'arrêter de toutes les manières, de l'arrêter par le système financier, de l'arrêter par l'envoi des armes. Ah non, non, on n'envoie pas d'armes, non, on n'envoie que des éléments qui rentrent dans les armes. Voilà. Et puis d'arrêter le soutien institutionnel, le fait il faut que nous obtenions tous ensemble que cet État voyou qui viole tout ce qui peut y exister, qui a été construit depuis quand... Moi, je suis née en 50, hein, de parents communistes résistants. Donc, tout ce qui a été construit à la sortie, ce qu'on a appelé la victoire du nazisme, on s'est peut-être un peu trompé. Hein, ça a été une victoire, c'est vrai, mais les idées brunes, on n'en est pas vraiment arrivé à bout, puisque la preuve, c'est qu'elles sont bien vivantes. Voilà, tout ce qui s'est construit depuis 1945 risque d'être lettre morte. On va retourner à la loi de la jungle, mais avec des armes comme on n'en a jamais eu. C'est-à-dire, on revient dans un monde sauvage dans lequel les puissants se tailleront le droit, et on le voit de manière totalement caricaturale, mais quand même, le droit de dire n'importe quoi et d'organiser le monde à leur botte. Je veux le Groenland, pourquoi pas. Voilà. Donc, la question qui nous est posée, c'est d'obtenir l'isolement de l'État d'Israël comme étant un État voyou, et il faut qu'on s'y mette tous ensemble, c'est maintenant que ça se joue. Moi, je vais parler un petit peu d'autre chose. Je vais d'abord réembrayer sur la présentation d'Evelyne sur l'UJFP. Pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens totalement effroyable, une fragmentation, une négation, un massacre, un génocide. Mais pour nous, juifs, c'est aussi une honte, c'est une insulte à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité. C'est en plus, d'un point de vue juif, une idéologie suicidaire, parce que qui peut penser que cette immonde boucherie durera indéfiniment et qu'elle sera sans conséquence? Nous voulons quelque part un petit peu les héritiers d'une période où la majorité des juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Et c'est évidemment le sens de notre soutien total aux droits du peuple palestinien.
Alors moi, je vais essayer un petit peu de dire comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à ce fascisme décomplexé, à ces criminels de guerre qui traitent les Palestiniens d'animaux humains, à ce rabbin Corsia qui dit qu'Israël devrait finir le travail à Gaza. Et ça tient évidemment pour beaucoup à l'histoire d'une idéologie criminelle que le mouvement de solidarité a sans doute tardé à identifier comme étant le problème. Et c'est un petit peu ce que je vais vous essayer de vous expliquer d'un point de vue juif, ce qu'est le sionisme. Et je suis obligé de commencer à l'Antiquité, parce que en 1991, quand Yitzhak Shamir commence la conférence de Madrid, il dit les Juifs sont ici depuis 4500 ans, ils sont chez eux. Et puis même la version laïque, parce que Shamir était un fasciste, mais la version laïque, c'est Ben Gurion qui disait Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. Et donc il faut un petit peu examiner le passé. Ben, la Bible hébraïque dont se sont inspirés et l'Ancien Testament chrétien et le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire. La réalité que les archéologues savent et les historiens savent à peu près, c'est que la Palestine a toujours été une terre de mélange, que probablement à quelques kilomètres d'écart, on n'avait pas les mêmes dieux et on ne parlait pas la même langue. En tout cas, fort heureusement, le livre de chevet des colons, qui est le livre de Josué, où Josué va dans toutes les villes, massacre les impies les uns à la suite des autres. C'est dans le livre, ce n'est heureusement pas dans l'histoire. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Même le royaume unifié de David et Salomon, et quand j'étais élève, on me faisait dessiner le temple de Salomon, ça n'a probablement pas existé. À cette époque-là, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer. Et donc voilà, vous pouvez un petit peu oublier le grand temple, la reine de Saba. Il y a même les royaumes qui commencent à être historiques, les royaumes d'Israël au nord, le royaume de Judée au sud. Le royaume d'Israël n'était pas vraiment un royaume juif, c'était un royaume assez mélangé. Donc voilà, cette histoire qu'il y a eu un paradis perdu que les sionistes vont reconstituer, ben, c'est pas de l'histoire. Si je saute de presque un millier d'années, en 70 après Jésus-Christ, les troupes romaines, dirigées par le futur empereur Titus, prennent Jérusalem, détruisent le temple, et les sionistes disent des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de juifs se sont répandus de par le monde, et nous serions leurs descendants. Et donc, c'est la théorie sioniste de l'exil et du retour. Nous sommes partis en exil et nous rentrons chez nous. Cette histoire-là ne tient pas, il n'y a pas de trace d'un exil des Juifs. La religion juive était déjà répandue d'abord au moment de la traduction de la Bible en grec dans l'Orient hellénistique, puis après la conquête romaine dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait des Juifs en Espagne, à Carthage, à Rome. Et donc, pour faire bref, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les descendants des Judéens de l'Antiquité, ils sont les descendants de convertis de différentes périodes et de différentes régions. Et les principaux descendants des Judéens de l'Antiquité sont les Palestiniens. Donc il faut que vous compreniez que dans cette guerre et dans le roman national sioniste, il y a déjà une perversion de l'histoire au début. Il y a même en Israël, quand Shlomo Sand a écrit comment le peuple juif fut inventé, il y a eu des chercheurs fous qui ont commencé les études ADN. La seule étude sérieuse qui est parue, elle conclut que l'ADN moyen ashkénaze est caucasien, ce qui veut bien dire que voilà, on n'est pas, ni Sarah ni moi n'avons le type proche-oriental. Voilà. Troisième chose que je veux enlever un petit peu des croyances, vous avez aujourd'hui en Israël et en France une religion fasciste. Hein, j'ai cité le grand rabbin Corsia, mais il n'est pas le seul. Et en Israël, on a des dirigeants religieux qui appellent ouvertement à tuer les Palestiniens. On a les deux fous, là, Ben Gvir et Smotrich. On a les colons, la mitraillette Uzi qui explique que Dieu a donné cette terre et tout. Est-ce que la religion juive est coupable de ce qui se passe aujourd'hui là-bas? Et la réponse, là aussi, est non. C'est le colonialisme qui a rendu la religion fasciste. Ce n'est pas la religion qu'il était et qui a créé le colonialisme. Très exactement, la religion juive, historiquement, est une religion messianique. C'est-à-dire le peuple juif, au sens religieux du terme, a été puni par Dieu
Et tant qu'il est puni, tant que le Messie n'est pas arrivé, il n'a pas le droit de retourner sur cette terre. La langue, l'hébreu est réservé à la synagogue. L'an prochain à Jérusalem, c'est comme les musulmans qui se tournent vers la Mecque. Ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem. Le peuple élu, c'est celui qui a le plus de devoirs et pas le plus de droits. Et les religieux seront insensibles au sionisme quand il apparaîtra à la fin du XIXe siècle. Et quand Theodor Herzl voudra faire le premier congrès sioniste à Munich, il y aura une pétition de la quasi-totalité des rabbins allemands contre ce qu'ils appelaient la folie sioniste. Donc le sionisme n'a pas des origines religieuses. Par contre, le colonialisme, et donc le mandat britannique entre les deux guerres, va créer une ambiance coloniale. Et le grand rabbin de la Palestine mandataire, Avraham Kook, va être un des premiers à réaliser une synthèse entre sionisme et religion. Mais les sionistes religieux restaient minoritaires et ils ne joueront aucun rôle dans la guerre de 48, dans le nettoyage ethnique de 1948. C'est la conquête coloniale de 1967, le fait que les troupes israéliennes ont conquis le cœur de l'Israël biblique, la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie, qui va provoquer en très peu de temps le basculement d'une religion qui était indifférente au colonialisme en une religion profondément coloniale. C'est le fils du rabbin Avraham Kook qui va être un des premiers, avec le gouche hémonyme, le bloc de la foi, à créer les premières colonies. Mais ce n'est pas la religion qui a créé ça, c'est d'ailleurs un gouvernement travailliste qui a fait la conquête de 1967. Autre idée, vous savez que quand on tient les propos que Sarah ou moi tenons, on est instantanément, quand on est goy, j'emploie volontairement ce terme, traité d'antisémite, et quand on est juif, on est traité de juif traître ayant la haine de soi. Alors il faudrait peut-être un petit peu parler de l'antisémitisme. Je vais tout de suite dire que le terme est impropre. Au début dans l'histoire, il y a l'antijudaïsme chrétien. La stigmatisation et la haine des juifs, c'est une création du christianisme. Le christianisme et le judaïsme ont été des religions concurrentes à la fin de l'Empire romain. On estime qu'à l'apogée de l'Empire romain, peut-être 10 à 15% de la population de l'Empire était juive, mais c'était des Égyptiens, comme Alexandrie est une ville en partie juive, des Grecs, des Italiens, des Gaulois, des Espagnols de religion juive. Et puis quand le christianisme l'emporte à partir du IVe siècle, il va imposer aux religions concurrentes toute une série de mesures vexatoires et de stigmatisation. Donc contre les Juifs, il y aura ils veulent dominer le monde, ils commettent des crimes rituels. C'est le peuple déicide, l'accusation ne sera enlevée qu'en 1965 au Concile Vatican II. Et puis on va interdire aux Juifs la possession de la terre, on va interdire aux chrétiens les métiers de l'usure et de la banque qu'on va confier aux Juifs, ce qui va évidemment les rendre très très impopulaires. Et dès le premier millénaire commencent les expulsions. Le roi Dagobert expulsera des Juifs, les Visigoths espagnols expulseront des Juifs. Et à partir de la première croisade commencent les massacres. Donc il y a les massacres emblématiques de la vallée du Rhin. Les croisés, avant de se faire la main sur les infidèles musulmans, se sont fait la main sur les infidèles juifs. Et puis il y aura les grands épisodes, les Juifs brûlés à Strasbourg, l'épisode espagnol où une énorme partie de la population qui était juive sera forcée de se convertir ou expulsée et même poursuivie après la conversion. Il y aura l'Ukraine avec des grands massacres au XVIIe siècle, les Cosaques de Khmelnytsky. Tout ça, c'est l'antijudaïsme chrétien. L'antisémitisme, ça apparaît au XIXe siècle, ce qu'on appelle l'antisémitisme racial. Alors, j'en donne plusieurs explications. Un, l'émancipation des Juifs, le fait qu'à l'Ouest, ils sortent du ghetto, ils deviennent une espèce de minorité invisible avec tous les fantasmes qui vont naître autour d'eux. Deuxièmement, les trois grands empires, l'Empire russe, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, sont en plein déclin. Et dans ces empires vont naître des tas de nationalismes qui vont tous prôner l'État ethniquement pur, ce que les sionistes copieront quand ils vont créer Israël. Et évidemment, il y a une minorité à l'est de l'Europe, c'est la minorité juive. C'est 6 millions de personnes sur 135 millions dans l'Empire russe, mais ce sont des proportions quand même assez importantes. Et tous ces nationalismes qui veulent des États ethniquement purs vont tous être antisémites. L'Empire russe ira même jusque beaucoup plus loin,
puisqu'à partir de 1881, il entamera une politique officielle de pogrom contre les Juifs pour essayer d'empêcher la montée du mouvement révolutionnaire. Et puis dans cet antisémitisme, il y a le rôle, alors là toute comparaison avec la période actuelle n'est pas fortuite, le rôle détestable d'un certain nombre d'intellectuels. C'est le moment où l'Europe domine le monde, il n'est pas question de partager les richesses, il y a le colonialisme qui est en plein développement, et donc des historiens, des linguistes, des anthropologues, des médecins vont inventer le concept de race. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Évidemment, il y aura des races inférieures dans les pays dominés, ce seront les Noirs, les Arabes, les Roms, et en Europe, ce seront les Juifs et les Tziganes. Et le mot antisémite est inventé par un de ces racialistes, qui est l'allemand Wilhelm Marr. Alors c'est un mot impropre, hein. Je vous ai dit que les sémites, il y a des langues sémitiques qui sont l'araméen, l'arabe, l'hébreu. Il y avait des peuples sémitiques dans l'Antiquité, donc oui, les Hébreux étaient un peuple sémitique, ils n'étaient pas les seuls, hein, les Phéniciens, les Babyloniens, etc. Mais quand mes amis arabes me disent comment on me traite d'antisémite alors que je suis sémite moi-même, vous savez, les Berbères ne sont pas des sémites, les Égyptiens ne sont pas des sémites, le mot Palestine vient des Philistins qui ne sont pas des sémites. Donc voilà, c'est le langage de l'ennemi, mais ce mot s'est imposé, donc on l'utilisera. Pour les racialistes antisémites, ça voulait dire la haine des Juifs, et avec l'invention d'un mot qui n'a pas de sens. Alors c'est dans cette configuration-là que va apparaître le sionisme à la fin du XIXe siècle. Il faut décrire un petit peu le monde juif à cette époque. Il y a les religieux, surtout à l'Est, là où il y a les grandes concentrations de population juive, même si des millions de Juifs vont quitter l'Empire russe vers l'Ouest et partir notamment vers les États-Unis pour fuir les pogroms, la grande concentration des Juifs, probablement 60% des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays à l'époque, qui est l'Empire russe. Donc les religieux, ils sont enfermés dans leurs livres, dans l'étude de la Torah, dans les commentaires du Talmud, et pour eux, les Juifs sont punis. Donc il n'est pas question de se révolter. Et parce qu'il n'est pas question de se révolter, à l'est de l'Europe et en Europe centrale, beaucoup de Juifs vont abandonner la religion et adhérer à diverses positions progressistes, révolutionnaires. Vous trouverez des Juifs dans tous les partis révolutionnaires de l'Europe orientale, les bolcheviks, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les anarchistes, etc. Quelque part, nous, à l'UJFP, on se veut un peu les héritiers de cette période-là où une majorité des Juifs avaient des conceptions universalistes. Donc il y a les religieux, il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui sera majoritaire dans le monde juif d'Europe de l'Est jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il gagnera toutes les élections libres en Pologne et en Lituanie. Et le sionisme apparaît donc de façon complètement minoritaire. Parce qu'à l'Ouest et en Allemagne, la majorité des Juifs qui ont acquis des droits, ils sont assimilationnistes, ils veulent acquérir complètement l'égalité des droits. À l'Est, il y a les religieux et il y a les révolutionnaires. Et donc au milieu de tout ça apparaît un parti que le Bund appelait le parti de la bourgeoisie, qui est le sionisme. Comment on peut définir le sionisme? Et vous ne comprendrez pas ce qui se passe à Gaza aujourd'hui si vous n'avez pas ça en tête. Premièrement, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire c'est une théorie qui dit que le vivre ensemble est totalement impossible et que que les juifs et les non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif qu'on va construire. Vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine si vous n'avez pas dans l'idée que le sionisme, au départ, c'était l'État ethnique. Et c'était l'État ethniquement pur, dont les autres étaient de toute façon des indésirables dès le début. Le sionisme, il va raconter une histoire, un roman national incroyable, qu'il y a eu un grand royaume juif unifié, que grâce au sionisme, on le reconstitue. C'est du pipeau. Le sionisme va être un colonialisme, mais ce n'est pas le colonialisme français ou le colonialisme britannique. En anglais, on dit settler colonialism, c'est un colonialisme de remplacement. Il y a eu la fameuse phrase d'Israël Zangwill, il nous faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre, mais dès le début, il y a une ignorance complète du peuple autochtone dont on nie l'existence,
Jusqu'aux accords d'Oslo, on dira les Arabes, on dira jamais les Palestiniens, dont on dit même qu'ils n'existent pas. Il y a des livres en Israël, comment le peuple palestinien fut inventé, où ils prétendent que ce sont les Ottomans qui ont emmené là des Algériens, des Bosniaques, des Albanais, et qu'ils appelaient ça les Palestiniens. Donc il y a la négation d'entrée de l'existence, de la dignité et des droits de la population autochtone. Donc le colonialisme sioniste, c'est pas comme en Algérie, c'est pas faire suer le burnou. Hein, c'est directement enfermer, expulser, ignorer. Le sionisme est un nationalisme, mais c'est un drôle de nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Parce que peuple juif, c'est une notion religieuse, mais si on entend par peuple une unité de langue, de culture, d'origine, de coutume, dire qu'un juif yéménite et un juif lituanien, c'est le même peuple, non, c'est une construction historique. Ils n'ont en commun que la religion et encore avec des rites différents. Ils ont inventé la langue parce qu'il y avait des langues juives, il y avait le judéo-arabe, il y avait le ladino, le judéo-espagnol, pour les séfarades, descendants des juifs chassés d'Espagne. Il y avait le yiddish, qui était la langue maternelle de ma mère, mais l'hébreu, c'était à la synagogue. Et la terre, pour les juifs laïcs, c'était l'égalité sur place, et pour les juifs religieux, tant que le Messie n'était pas arrivé, cette terre, on l'ignorait. Par contre, le sionisme a copié sur les nationalismes, le nationalisme ethnique, c'est-à-dire la notion d'ethniquement pur, d'État ethniquement pur, qui culmine avec le vote en 2018 par la Knesset de la loi Israël État-nation du peuple juif, qui fait des 20% de la population d'Israël non juive des étrangers totaux dans leur propre pays. On dit souvent le sionisme, c'est une réponse à l'antisémitisme, mais c'est la pire des réponses. Et en plus, le sionisme n'a jamais combattu l'antisémitisme. Aujourd'hui, vous avez Netanyahou qui est en visite chez Orban, un antisémite notoire, qui a fait campagne contre George Soros. Vous avez aujourd'hui les chrétiens sionistes, qui sont des antisémites pathologiques, qui ont financé l'essentiel de la colonisation en Cisjordanie. Sachez que cette amitié entre antisémites et sionistes, c'est pas maintenant, c'est il y a 120 ans que ça commence. Herzl, le fondateur du sionisme, considérait que l'antisémitisme était inéluctable et il est allé chercher en Europe tous les antisémites pour leur dire « Votre idée et la mienne, c'est la même chose, que les Juifs quittent l'Europe ». Drummond, le chef des anti-Dreyfusards, au moment de l'affaire Dreyfus, il avait lu Die Judenstadt, l'État des Juifs, et il écrira dans son torchon, la libre parole, ce monsieur, il parlait d'Herzl, fait notre bonheur en faisant le sien. Herzl accompagnera Guillaume II, l'empereur allemand, qui griffonnera à son ministre de l'Intérieur quand il y a l'idée d'un congrès fondateur à Munich du sionisme, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Plévé, celui qui avait organisé les grands pogroms en Russie, mes deux grands-mères sont des survivantes du pogrom de Kishinev. Herzl le visite en 1904, juste avant leur mort à tous les deux, et les deux hommes tombent d'accord sur l'idée que les Juifs russes doivent quitter la Russie. Et puis les pires amis antisémites du sionisme, c'est les chrétiens sionistes. Alors c'est né dans le monde britannique, dans le monde anglo-saxon. Et quand la Bible est traduite en anglais, les personnages de la Bible deviennent les personnages de tous les jours. Est née l'idée que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal, Armageddon, qui est identifié assez clairement aux Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Aujourd'hui, les chrétiens sionistes sont des dizaines de millions aux États-Unis. Ils ont fait élire Trump. Ils ont des moyens financiers, des moyens politiques absolument énormes. Et ils dictent aujourd'hui une politique qui est le nettoyage ethnique et la transformation de Gaza en Riviera. Mais déjà, il y a 100 ans, Arthur Balfour était chrétien sioniste. Arthur Balfour avait été Premier ministre de l'Empire britannique en 1905. Il avait édicté des lois contre les Juifs qui venaient semer la révolution à Londres. Et puis en 1917, il envoie une belle lettre à Lord Rothschild, qui était le financier de la Fédération sioniste britannique, en lui disant « On va conquérir ce pays et vous allez en faire un foyer ». On ne disait pas encore État, mais enfin c'était dans un projet. Il n'y a pas de différence entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Pour les antisémites, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe. Et
en allant là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est ça que le sionisme a créé, et le choc que vous avez sûrement dans votre tête entre l'image du juif qui génocidé, les 2 tiers des juifs européens seront tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'État israélien, État fasciste, la césure, elle est là. C'est ce que le sionisme a créé, d'essayer de transformer des parias asiatiques inassimilables en colons européens en Asie. On dit aussi souvent que Israël est une réparation du génocide nazi. Non. Bien sûr, c'est le génocide qui crée les conditions politiques pour que la communauté internationale reconnaisse et favorise la création de l'État d'Israël en 1948. Mais les institutions sionistes qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées dès le début du XXe siècle. La Banque coloniale juive, 1898, celle qui achète les terres aux féodaux pour expulser les paysans présents. Le KKL, Keren Kayemet l'Israël, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, il est créé en 1901. Et comme je suis dans une bourse du travail, l'instrument numéro 1 du colonialisme sioniste des années avant Auschwitz, c'est un la Histadrut, Confédération générale des travailleurs juifs, qui est créée en 1920 avec comme article numéro 1 de ses statuts la défense des travailleurs juifs. Vous voyez ici, si la CGT ou Solidaire ou la FSU avait comme article numéro 1 la défense du travail français, ça ne sentirait pas très bon. La première action de la Histadrut 1921, c'est une grève, boycotter les magasins arabes achetés juifs, c'est-à-dire que dès le départ, ils ont le modèle de la société séparée. Les kibbutz, tant vantés, ils ont été interdits aux non-juifs jusque dans les années 70, et je suis assez d'accord avec Shlomo Sand qui a écrit que ce n'était pas des instruments de socialisme, c'était des instruments de conquête. On les a mis là où il y avait beaucoup d'Arabes, en Galilée, autour de Gaza, au nord du désert. Et aujourd'hui, en pleine période de fascisation, est-ce que les kibbutz sont un rempart contre le fascisme? La réponse est non. Ils sont cotés en bourse, ils ont privatisé les cantines collectives et ils ont troqué les activités agricoles contre la fabrication de munitions, de gilets pare-balles, qui est beaucoup plus rentable. Mais la Histadrut, elle va créer toutes les institutions qui vont expulser les Palestiniens de chez eux. La compagnie Mekorot des eaux, celle qui pille l'eau de la Cisjordanie et puis qui la pille que l'eau n'arrive pas à Gaza, comme vous l'expliquait Sarah tout à l'heure. La compagnie Zim de navigation, la compagnie Eged des bus, la banque Leumi, la compagnie Solal Bonnet, des travaux publics, celle qui a construit l'essentiel des colonies. Et surtout, la Histadrut va créer l'agence juive qui va installer les nouveaux colons et elle va créer la Haganah, l'armée, qui est l'ancêtre de Tsahal. En 1939, il y aura 21 000 membres dans la Haganah. Et donc déjà, bien avant la création officielle de l'État d'Israël, il y avait un proto-État qui a été créé par la Histadrut avec la protection du colonialisme britannique. Et quelque part, l'expulsion des Palestiniens qui va avoir lieu en 1936, elle est aussi issue d'un rapport de force qui a été créé avec la protection du colonialisme par un syndicat dit de gauche. Alors justement, je pose cette question, existe-t-il une gauche sioniste? Parce que je sais que souvent, y compris peut-être dans cette salle, il y a des gens qui disent « bon, Netanyahou, on a compris, c'est un fasciste, mais heureusement, il y a Yitzhak Rabin, il y avait Ben Gurion, etc. » Je vais tout de suite vous enlever tout ça de la tête, j'espère. Non, on pourrait poser la question, est-ce qu'il y a une gauche de l'apartheid? La question serait plus rapide. Il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel ce qu'on appelle la gauche sioniste n'a pas joué le rôle fondamental. Il faut d'abord comprendre pourquoi elle a été hégémonique dans le sionisme, en gros de 1920 à 1977, plus d'un demi-siècle. Parce qu'il n'était pas possible d'avoir une conquête individuelle de la Palestine. Il fallait une conquête collective, et c'est la gauche social-démocrate qui a donné cette possibilité-là. Mais très très tôt, cette gauche va se révéler incroyablement colonialiste. Elle va mijoter dans les années 1930 des plans pour évacuer les Palestiniens et les reloger en Mésopotamie. C'est-à-dire que très clairement, dès le début, ils veulent le territoire, tout le territoire, qu'il n'est pas question qu'il puisse y avoir un pays dans lequel ils seraient minoritaires.
Elle va signer un accord assez infâme avec les nazis. Ce sont les accords de Havara, les accords de transfert. Ils vont négocier l'immigration de 60 000 juifs allemands au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors, on va me dire, bah oui, ils sauvent des juifs. Non, il y avait quand même des conditions terribles d'échange avec les nazis qui obligeaient les juifs allemands fortunés de laisser l'essentiel de leurs biens en Allemagne, qui obligeaient les juifs qui vivaient déjà en Palestine de consommer allemand et surtout qui obligeaient la rupture du boycott que les juifs états-uniens avaient décrété contre l'Allemagne nazie dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il n'y a plus de débat historique sur 1948. 1948, c'est Ben Gurion qui est au pouvoir. Il y a, dès la fin de la guerre de 1948, Ben Gurion a dit « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Après, il a dit en même temps « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Et évidemment, les Palestiniens ont tout de suite hurlé, les historiens palestiniens ont écrit l'histoire de la Nakba, de la catastrophe. Nous avons rencontré à Gaza des survivants de la Nakba qui nous l'ont raconté. Il faudra attendre 1988, 40 ans après, avec l'ouverture des archives en Israël, pour que tous les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes ou non sionistes, disent ben oui, ce que les Palestiniens ont raconté est totalement vrai, c'était un nettoyage ethnique prémédité. Vous devez savoir que ce nettoyage ethnique a été ponctué de nombreux crimes de guerre. On pense à Der Yassin qui est commis par l'extrême droite, mais Tantoura c'est commis par la brigade Alexandroni, c'était Yitzhak Rabin. Ben Gurion avait plusieurs généraux totalement laïcs à sa main, Rabin, Moshe Dayan, Yigal Allon, et c'est eux qui vont réaliser un nettoyage ethnique. Alors, l'évacuation de la ville de Ramleh, c'est 20 000 personnes qui sont évacuées. Vous imaginez comment on évacuait 20 000 personnes. Et dans le film Le Char et l'Olivier, Elias Sambar il dit bien, c'était la fuite ou la mort. C'est-à-dire que dans les endroits qui ont un tout petit peu résisté ou qui ne voulaient pas partir, ben on a tué tout simplement. Et la guerre de 1948, c'est quand même un grand nombre de crimes de guerre. C'est toujours cette gauche sioniste qui est au pouvoir en 1956 et qui attaque l'Égypte de Nasser avec Moshe Dayan qui va conquérir le Sinaï. Il faudra un vote unanime du Conseil de sécurité pour qu'Israël s'en aille. C'est toujours cette gauche qui décide la guerre de 1967. Moi-même, j'avais 16 ans, j'ai cru qu'Israël était menacé. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un cousin de mon père, général dans l'armée, qui m'a expliqué, mais pas du tout, tout était prêt. C'est moi qui ai fait les plans de bombardement de Bagdad et de Khartoum. Et tu vas voir, j'ai 16 ans, c'est en 1967, la colonisation va commencer. C'est donc les travaillistes qui décident de coloniser, ce n'est pas l'extrême droite, et ils n'ont pas le personnel politique pour aller coloniser, donc ils s'adressent à un groupe minoritaire, les sionistes religieux dont j'ai parlé, et c'est eux qui vont fortement contribuer à faire basculer la religion juive dans le camp du fascisme. Les travaillistes vont perdre le pouvoir en 1977, ils ne l'occuperont plus que de façon intermittente. J'ai envie de dire, et toute ressemblance avec la France est évidemment fortuite, que quand une certaine gauche fait tout le sale boulot, vous voyez en France les manifs Nassé, la loi travail, etc., ben, au bout d'un moment, son rôle historique est terminé, elle ne peut plus que jouer les forces d'appoint. C'est arrivé en Israël, et c'est ce qui est en train d'arriver aussi en France. Je vais parler des accords d'Oslo avant de parler de la droite sioniste. Quand on parle des accords d'Oslo, il faut savoir qui est Rabin. Rabin, c'est l'homme des crimes de guerre de la guerre de 1948. Il y a quelques jours, on célébrait le 30 mars la journée de la terre. 20 paysans palestiniens de Galilée qui sont tués, mais c'était Rabin qui était à la manœuvre. L'attaque contre l'OLP à Tunis, c'est toujours Rabin. Ils vont tuer le numéro 2 et le numéro 3 de l'OLP. Bizarrement, le numéro 4, un certain Mahmoud Abbas, sera épargné. 1987, la première intifada qui éclate dans le camp de Jabalia. Rabin dira « brisez-leur les os et le dos ». Et il dira « je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer ». Alors comment ça se fait que cet homme-là devienne brusquement un homme de paix? Il faut comprendre ce qui se passe en 1991-92. L'URSS est en train de s'écrouler.
George Bush père veut que l'OLP et Israël fassent des négociations. Shamir, qui est à la tête d'Israël à ce moment-là, ne veut pas négocier. George Bush père fait tomber le gouvernement Shamir et Rabin arrive à la tête et il y a les accords d'Oslo qui vont être signés. J'ai pu discuter avec des négociateurs des accords d'Oslo. À Oslo, il n'y a qu'une seule chose qu'on a signée. C'est la coopération sécuritaire, c'est l'obligation pour l'occupé de garantir la sécurité de l'occupant. Et on voit aujourd'hui, le camp de Jenin a été détruit par l'armée israélienne, mais juste avant, il avait été attaqué par la police de l'autorité palestinienne. C'est ça son rôle, c'est pas un manque de chance, c'est ça qui a été signé. À Oslo, on a discuté d'État palestinien, on n'a rien signé. On a discuté du retour des réfugiés, on n'a rien signé. On a discuté de la libération des prisonniers, on n'a rien signé. Et on a discuté de, qu'est-ce que j'ai oublié, les réfugiés, les prisonniers, et de Jérusalem, et on n'a rien signé. Donc voilà, ça a été cette espèce de coque vide, mais extrêmement dangereuse, qui s'appelle l'autorité palestinienne. Et quand on était en Cisjordanie, on a souvent entendu on aurait aimé avoir un seul ennemi et pas deux. Où vous avez eu Pétain, nous avons le nôtre. Ben, c'est la conséquence aussi des accords d'Oslo. Puis je vais vous parler de la droite sioniste, parce qu'évidemment, c'est elle qui est à la manœuvre aujourd'hui. Quand on dit droite, en France, on pense à les droites nationalistes, conservatrices, libérales, etc. En Israël, la droite, elle est historiquement fasciste. Elle apparaît en 1920, une scission du mouvement sioniste, qui est animé par Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa. Et Jabotinsky, dès le début, est un ami de l'Italie fasciste. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia en Italie. La milice que Jabotinsky avait créée, le Betar, s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Mussolini disait avec tendresse, il parlait de notre fasciste juif Jabotinsky. En 1936, les révisionnistes créent l'Irgun. C'est créé en 1931, mais en 1936, c'est Menachem Begin qui devient dirigeant de l'Irgun. Il sera Premier ministre pendant des années. Et puis, quand éclate la grande révolte palestinienne de 1936, la Haganah et l'armée britannique côte à côte vont écraser les Palestiniens, mais l'extrême droite, l'Irgun, va commettre un nombre incroyable d'attentats contre la population civile déjà en 1936, les bombes sur les marchés, ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza, ils l'ont initié en 1936, il faut quand même le savoir. En 1939, la Grande-Bretagne décide d'arrêter l'immigration juive parce qu'on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont peur que le Proche-Orient leur échappe. Immédiatement, toutes les associations sionistes déclarent la guerre à la Grande-Bretagne. La Haganah, donc, qui est social-démocrate, arrêtera presque tout de suite. Et même des gens comme Moshe Dayan s'engageront avec l'armée britannique. L'Irgun arrêtera ses hostilités contre les Britanniques en 1940 quand Hitler envahit la France. Mais une scission de l'Irgun, le Lehi, le groupe Stern, va continuer pendant toute la Deuxième Guerre mondiale à assassiner des soldats britanniques. Après la guerre, ils tueront le comte Bernadotte. Ils assassinent en 1944 Lord Moyne, qui était le haut représentant britannique au Caire. Le dirigeant, après Stern, a été Yitzhak Shamir, futur Premier ministre israélien. Donc sachez qu'Israël a été dirigé pendant 7 ans par quelqu'un qui n'était pas seulement un fasciste, mais qui était aussi un collabo. Comme fils de déporté, je me permets de dire que tuer des soldats anglais en 42, 43, 44, ça s'appelle des actes de collaboration. Et pourtant, cette droite, elle sera très minoritaire au moment de la création de l'État d'Israël, et elle va prendre le pouvoir 30 ans après, en 77. Alors là aussi, ça concerne tout à fait la France. Comment une extrême droite devient hégémonique dans un pays? La cause principale, c'est le sionisme, c'est-à-dire, pour paraphraser un Français célèbre qui vient de mourir, heureusement, la crapule, les électeurs ont préféré l'original à la copie. Vous voyez de qui je veux parler. Et l'extrême droite a conquis tout ce qui est important à l'intérieur de la société israélienne. Ils ont conquis les religieux, c'est la conquête de 67 qui va le permettre. Ils ont conquis les colons, mais les colons sont 2-3 000 autour des années 70, sont encore à peine plus de 100 000 au moment des accords d'Oslo,
et sont quasiment 900 000 aujourd'hui. Une moitié des colons ne sont pas des fous de Dieu, ce sont des banlieusards, mais l'extrême droite a raflé toutes les voix, aussi bien des religieux que des banlieusards. Ils ont conquis les séfarades et les misrahim, les juifs issus du monde arabe, qui ont été incroyablement stigmatisés en Israël, victimes d'un racisme interne à la société juive, et qui sont discriminés. Hélas, Israël n'est pas le seul exemple où les discriminés votent pour l'extrême droite. Toute ressemblance avec la France et les États-Unis n'est évidemment pas fortuite non plus. Ils ont conquis l'électorat russe, les Russes étaient plutôt des laïcs, et ils ont conquis l'armée qui était une armée avec les Dayan, les rabbins, etc., de généraux laïcs, colonialistes mais laïcs. Maintenant, c'est une armée de soudards, et le changement se fait avec des gens comme Ariel Sharon ou Rehavam Zvi, issus du Palmach, donc issus des travaillistes, et qui vont basculer à l'extrême droite avec le colonialisme. Alors je vais m'arrêter là, parce qu'en plus on a parlé de Gaza, puis on va pouvoir ouvrir le débat à la fois sur l'un et sur l'autre. Je vais juste terminer sur comment en sortir. Aujourd'hui, c'est clair que Israël a été un poisson pilote. La Palestine, c'est un poisson pilote du passage du monde à la destruction de tout ce qui ressemble à l'état de droit et au retour vers la loi de la jungle. Il ne fait pas de doute aujourd'hui que ce qui est en jeu depuis très longtemps contre les Palestiniens, c'est la destruction de toute forme de droit international, c'est la destruction de toute forme de droit, et vous comprenez bien derrière qu'après les Palestiniens, c'est nous. Heureusement qu'on a Trump pour nous l'expliquer, au cas où on ne l'aurait pas compris du premier coup. Donc, défendre les Palestiniens, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est nous défendre nous, c'est défendre nos droits, c'est défendre aujourd'hui, même si ces droits ont été violés en permanence, liberté, égalité, justice, ça reste les valeurs dont on doit se réclamer, alors que justement en ce moment, elles vont être piétinées. Alors comment en sortir ? 2 États, j'ai expliqué un peu avec Oslo, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que n'importe qui va là-bas, la première question qui se pose, c'est vous le mettez où l'État palestinien ? Puisque dès qu'on a franchi la ligne verte, qui était la frontière internationalement reconnue, on voit partout le mur et les colonies. Et puis j'ai dit, il y a 900 000 colons maintenant. C'est pas souhaitable pour plein de raisons. Parce que le sionisme est une idéologie de la séparation. Vous maintenez la séparation, vous maintenez le fascisme. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on donnerait 78% aux uns et 22% aux autres, alors qu'il y a autant de juifs israéliens que de Palestiniens entre Méditerranée et Jourdain. Mais plus fondamentalement, parce que la question fondamentale des Palestiniens, c'est les réfugiés. Parce que le crime fondateur, ça a été de transformer la majorité des Palestiniens en réfugiés, et que si vous prenez une solution de paix comme celle d'Oslo, qui ne s'adresse pas aux réfugiés, c'est tout sauf une paix, et on a vu le résultat. Et donc, la revendication des Palestiniens sur le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est la revendication fondamentale, et je rappelle que c'est les travaillistes qui l'ont foulé aux pieds, que l'ONU a voté la résolution 194, fin 48, sur le retour des réfugiés palestiniens. Ben Gurion a dit ça ne se fera pas. Il a volé les terres de tous ceux qui avaient été expulsés et il les a données aux nouveaux colons et il a effacé la Palestine. Donc ça, si vous ne revenez pas là-dessus, vous ne revenez pas, c'est n'importe quoi sauf une paix. Alors, un seul État, ça aurait été idéal, mais tout le monde comprend aujourd'hui qu'il n'y a plus le rapport de force pour le faire. Il y a eu un courant binational chez les Juifs avant la création d'Israël. Ce courant n'existe plus. Il y a eu l'OLP qui était pour un État laïque et démocratique, mais ils ont abandonné, hélas, cette position en 1988. Alors, utopie pour utopie, il y a l'utopie sioniste, la Riviera, un nouveau nettoyage ethnique, des millions de personnes jetées dehors. J'ai l'espoir, même si je partage tout à fait ce qu'a dit Sarah, que la situation est terrible, j'ai l'espoir qu'ils n'y arriveront pas, parce que Trump demande quand même à ses alliés de se suicider, à l'Égypte ou à la Jordanie. Donc, utopie pour utopie, celle que je préfère, c'est celle que nous préférons, l'UJFP, c'est l'application du droit international pour les Palestiniens. Ce droit international, ça veut dire, 1, la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers,
fin du blocus de Gaza. 2, l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur religion, leur non-religion. Et 3, la justice, le retour des réfugiés palestiniens et le jugement des criminels de guerre. Alors, je fais juste une remarque, ça c'est le droit international. C'est-à-dire que si on sort de ça, on passe dans autre chose. On passe dans la loi du plus fort, on passe dans la loi de la jungle, mais le droit international, c'est ça qu'il dit. Je fais juste une remarque, le droit au retour des réfugiés palestiniens et l'égalité des droits, ça veut dire la fin du sionisme et la fin de l'État juif. Il ne peut pas y avoir un État qui ne soit pas celui de tous ses citoyens. Par rapport à l'Algérie, 80% des Français étaient pour l'Algérie française. Et j'aurais aimé avoir votre avis par rapport au pourcentage d'Israéliens pour une Palestine à 2 États, ce qui me paraît aberrant d'ailleurs, parce que vu la situation actuelle et le non-soutien de toute l'Europe et des autres pays. Et bon, j'attends votre avis sur ce sujet. Merci. Oui, c'est une très bonne question et c'est toujours important, très important, de tirer les leçons de l'histoire. C'est-à-dire que nous, ici, la France est passée par un certain nombre d'étapes et il faut les comprendre. Alors, effectivement, l'écrasante majorité de la population française a été pour combattre les Algériens jusqu'au dernier feu la guerre vivant pendant très, très, très longtemps. Elle a basculé quasiment un an avant les accords d'Évian. Elle a basculé parce que les gars du contingent, ils ont commencé à rentrer en cercueil. Et là, la population française a dit, ce prix-là, on ne paie pas. Et donc, on est arrivé à la signature des accords d'Évian. C'est-à-dire que pour qu'un peuple colonisateur recule, il faut 2 choses. Il faut que le peuple colonisé tienne, mais il faut qu'il y ait rupture à l'intérieur du peuple colonisateur. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Israël? On n'a pas cette rupture. Ça ne veut pas dire, en France, il y a eu des gens hyper courageux, y compris des partis hyper courageux, des partis politiques, parfois des choses fluctuantes, mais il y a eu cette image lumineuse des porteurs de valises. Il faut voir ce que ça voulait dire de porter les valises du FLN. C'est pareil, en Israël, vous avez des gens hyper courageux, vous avez encore des organisations qui se battent, et puis vous avez des types de réactions de la jeunesse très importantes avec les lycéens qui refusent d'aller à l'armée. Et quand je dis qu'ils refusent, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ne veulent pas faire le service et qui trouvent une méthode. C'est des gens qui disent « je ne le ferai pas parce que je ne veux pas participer à une armée génocidaire ». Donc, dans les 2 cas, vous avez une minorité, il y a eu une minorité de gens très courageux. Mais la masse des Israéliens, elle est derrière l'idée qu'il faut finir à bout des Palestiniens. Ça, c'est clair. On doit être dans les mêmes proportions que ce que vous dites. Ça, c'est clair. Et c'est d'autant plus clair que ceux qui ne sont pas pour, ils s'en vont. Donc il y a un courant de sortie très important, très rapide et très important d'Israël. Et ceux qui restent sont soit des gens qui n'ont pas le choix, c'est toujours pareil, ceux qui peuvent sortir, c'est ceux aussi qui ont déjà un petit peu de position sociale qui le permettent, soit qui pensent qu'ils vont gagner, qui pensent que d'une manière ou d'une autre, on finira par venir à bout des Palestiniens et ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour hâter le fait qu'il y ait des fracturations dans le pays même d'Israël? Je pense qu'il y a tout ce qu'on apporte comme travail théorique, comme explication historique, il y a tout ce qu'on apporte comme rappel. C'est quand même absolument inimaginable que des gens qui ne sont pas les héritiers de la Shoah, les héritiers de la Shoah, c'est nous, si j'ose dire, l'écrasante majorité, pas l'écrasante majorité, mais une bonne partie
de la population israélienne, elle n'a rien à voir avec la Shoah, soit qu'elle était partie bien avant, soit qu'elle vient de parties du monde. Je rappelle quand même que l'antisémitisme qui dérive jusqu'à la décision d'éradiquer une population, c'est une affaire totalement européenne, européenne de l'Ouest. C'est vraiment, c'est nous, ça. Chaque fois que j'entends parler de nos valeurs, je me dis, il faut se rappeler ça aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut expliquer, on peut témoigner et on peut isoler. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner Israël. De la même manière que la France a été sanctionnée par la mort de son contingent, il faut sanctionner Israël. Alors je ne souhaite pas qu'on le fasse. D'ailleurs, on n'a pas les moyens et puis c'est voilà. Mais il faut absolument arriver à isoler. Je pense que si on arrivait à isoler totalement, à prendre enfin des positions politiques courageuses, que l'ONU redresse la tête et dise dans ces conditions que vous ne pouvez pas être membre de l'ONU. On ne peut pas garder comme membre de l'ONU quelqu'un qui viole l'ensemble des éléments qui ont été à la base de la création de l'ONU. Je pense qu'à ce moment-là, le front intérieur se fissurerait. Peut-être Pierre veut rajouter quelque chose. Déjà sur Algérie-Palestine, moi je compare le 7 octobre 2023 et le 1er novembre 1954. C'est-à-dire que le 1er novembre 1954, après 125 ans d'un colonialisme qui avait tué un tiers de la population pendant les 40 premières années, qui faisait qu'il y avait plus d'illettrés en Algérie à ce moment-là qu'en 1830, et après un colonialisme d'une férocité incroyable, qui avait inventé le code de l'indigénat et toutes sortes de saloperies, eh ben, le jour de l'insurrection, il y a eu des Français innocents qui sont morts, des médecins, des pharmaciens, des instituteurs. Et c'est ce qui s'est passé aussi le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que dans une situation coloniale, la société civile de l'État colonisateur ne souffre pas un jour de ce qui est infligé au peuple colonisé. Je n'excuse rien, je dis c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que la résistance, c'est un droit, et je compare assez. Je ne sais pas si les insurgés algériens avaient une alternative à ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils l'ont fait et ils ont abouti des années après 700 000 morts de plus à leur indépendance. Mais voilà, ce que je dis, c'est que mon point de vue est celui des anticolonialistes israéliens, qui Nourit Peled, qui, quand sa fille, en 1997, avait été tuée dans un attentat du Hamas, Netanyahou lui avait envoyé des condoléances et elle avait répondu: tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés. Je pense que c'est la seule réponse, en tout cas que moi j'ai envie d'avoir sur ce truc-là. Après, je veux dire qu'il y a des tas de ressemblances aussi entre l'Algérie et Israël, et qui est que Israël est dirigé aujourd'hui par l'OAS. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël, c'est comme si l'OAS avait gagné la guerre d'Algérie, et c'est ce que nous aurions eu si ça s'était passé. Et il me semble important de penser que s'il y avait eu en Algérie, chez les Pieds Noirs et chez les Juifs qui n'étaient pas des colons, qui étaient des autochtones présents avant l'arrivée des Arabes, s'il y avait eu un mouvement important disant bon, il va y avoir l'indépendance et on négocie dans le cadre de l'indépendance le fait de rester, il n'y aurait pas eu le départ massif de 1962. Et aujourd'hui, nous, à l'UJFP, nous souhaitons évidemment que cette guerre-là ne se termine pas par un nettoyage ethnique à l'envers, que bien évidemment, ce qui importe, c'est la question du vivre ensemble dans l'égalité des droits, mais la stratégie des fous meurtriers qui sont au pouvoir, c'est on les écrase ou on s'en va. Et il faut lutter contre ça parce qu'il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits, ni ici ni là-bas. Tout d'abord, merci de votre engagement, pour la justice et pour la défense de droit du peuple palestinien à l'existence. Je voudrais juste
dire que, parce qu'on parle beaucoup de Gaza, et c'est normal, mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est exactement la même chose. Il y a nettoyage ethnique, il y a déportation, il y a racisme, il y a apartheid. Donc n'oublions pas que cette bataille entre Israël et les Palestiniens n'est pas le 7 octobre, c'est un problème d'existence et surtout d'existence du peuple palestinien. Et la question que je voudrais poser est parler un petit peu, si vous pouvez parler un petit peu de la position de la France et surtout du gouvernement français, en sachant que il y a quand même je ne sais pas exactement le chiffre, entre 300 000 et 450 000 en Israël qui sont d'origine française. Je ne sais pas exactement, mais je voudrais que vous expliquiez un petit peu. Et le rôle de ces gens-là dans le processus de génocidaire en Palestine, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle de Hamas terroriste, on parle de Palestiniens terroristes, tout ça, et le rôle du gouvernement français est financièrement et dans ce processus de génocide, je voudrais savoir qu'on clarifie un petit peu, parce qu'il y a plein de Français qui participent à ce génocide. Et merci beaucoup. Ce qui se passe en Cisjordanie, c'est terrible. C'est-à-dire que quand vous avez vu par exemple le film sur Massafariata, No Overland, vous voyez le nettoyage ethnique qui se déroule maintenant depuis des années au sud d'Hébron, dans les collines, mais maintenant c'est partout. Le camp de Tulkarem, le camp de Jenin et un troisième camp ont été vidés de leurs habitants. 50 000 personnes ont été expulsées. Donc tous ces gens-là qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus où aller, s'agglutinent dans les villes qui restent des tout petits îlots. Mais on comprend bien que ça ressemble à tout sauf à un pays. Donc, compris, je veux dire, ce qui se passe à Jenin, Evelyne rappelait tout à l'heure que c'est l'offensive de Sharon sur Jenin en 2002 qui avait brusquement vu apparaître l'UJFP comme un vrai groupe, avec des adhésions massives. Ce qui se passe aujourd'hui est encore pire que ce qui se passait en 2002. Dire sur la France, c'est comme toute l'Europe, quoi. C'est une abomination. Moi, en ce moment, je suis sans arrêt appelé comme témoin à des procès pour apologie du terrorisme. Au hasard, tous les inculpés sont arabes, plutôt jeunes, et ils prennent, même avec des témoins, ils prennent des peines assez lourdes. Et de l'autre côté, évidemment, l'UJFP a porté plainte contre Nelly Kupfer, Israel Forever, qui s'était fait filmer bloquant les camions de ravitaillement à Kerem Shalom, les camions qui arrivaient sur Gaza. Et c'est toujours pas instruit, on ne sait toujours pas si le procureur va donner une suite. On a eu au lendemain du 7 octobre les plus hautes autorités du pays, la présidente de la Chambre, Yael Braun-Pivet, le président du Sénat, Gérard Larcher, accompagné de l'ineffable Habib Meyer, qui sont immédiatement allés là-bas pour apporter le soutien de la France. On a eu l'entièreté des médias, que ce soit les médias privés avec Bolloré, Drahi et compagnie, ou que ce soit les médias publics, parce que vraiment un machin comme France Info, c'est devenu une cochonnerie sans nom, qui ont propagé sans arrêt la théorie israélienne sur les femmes éventrées, les bébés décapités, dont on savait dès le début que c'était une fake news, que ça n'avait pas de réalité, et qui ont continué. Je veux dire, moi, quand j'étais interrogé juste après le 7 octobre par les médias, c'était « est-ce que vous condamnez le terrorisme du Hamas ?» Donc il fallait déconstruire la question. Alors si jamais j'allais leur expliquer que quand on était à Gaza,
On a rencontré la direction politique de tous les partis, y compris le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP, le Fatah ou le Parti communiste. Bon, tout ça, c'était hors de leurs propos. C'est-à-dire que les médias et nos élites politiques ont ardemment participé à la criminalisation de la Palestine. Et c'est une évolution. Il y a 20 ans, on n'en était pas là. Il y a 20 ans, moi je suis Marseillais, quand on manifestait à Marseille, on était reçu par un adjoint du préfet. Bon, il notait vaguement, il n'en faisait rien, mais au moins on n'était pas considérés comme des ennemis. Là maintenant, le compte bancaire de l'UJFP est fermé parce qu'on envoie des sommes importantes d'argent à Gaza. Donc on est dans une situation de complicité. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'Occident est complice d'Israël? Parce que c'est leur État, parce que c'est une revanche coloniale, parce que, enfin, un pays qui fout la pâtée aux Arabes, nous, ils l'ont foutu, bon, après la guerre d'Algérie, donc c'est une espèce de revanche coloniale, parce que c'est une start-up technologique qui fabrique les pires armes, parce que toutes les polices et les armées du monde viennent se former en Israël pour savoir comment réprimer leur population réputée dangereuse, et parce que c'est un morceau d'Occident installé au Proche-Orient, et puis ils appartiennent officiellement à l'Europe, hein. À l'ONU, ils sont inscrits comme pays européens. Donc voilà, c'est leur État. Et puis pourquoi les pays arabes sont complices? Ben, tout simplement parce qu'ils appartiennent au même monde. L'Arabie saoudite et Israël, c'est le même monde ultra-capitaliste, dominateur, guerrier et patriarcal. Ah oui, alors sur les franco-israéliens, alors d'abord, l'immigration française en Israël est un échec du sionisme. C'est-à-dire que jusqu'aux années 2010, il y avait en gros 80 à 90 000 juifs français qui étaient partis. Par rapport aux 700 000 qu'il y a en France, c'est un peu plus de 10%. Si on compare à des tas d'autres immigrations, c'est très inférieur à ce qu'il y a eu dans la plupart des immigrations. Et en plus, parmi ces juifs français qui partaient, beaucoup revenaient parce qu'ils sont attachés à un certain État, je dirais pas providence, mais avec une sécurité sociale qui existe et tout, qu'en Israël, Netanyahou, dès son arrivée au pouvoir, il a fait passer ça au libéralisme sauvage, et donc les conditions sont beaucoup plus difficiles. Par contre, cette émigration française, elle est très, 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 très massivement d'extrême droite. Elle n'est pas très nombreuse, mais elle est très massivement d'extrême droite. On trouve beaucoup de Français dans les colonies. Il y a, c'est Thomas Porte qui a enquêté là-dessus, 4000 Français qui sont engagés dans l'armée qui intervient à Gaza. Et évidemment, on n'arrive pas à les faire. Il n'y a pas de texte qui nous permette de les poursuivre. C'est-à-dire que nous, Sarah et moi, on a fréquenté Mariam Aboudaka, dirigeante du FPLP, qui s'est fait 2 fois arrêter, une fois avec moi, une fois avec Sarah, qui a été expulsée, qui est au Caire. Elle est expulsée parce que le FPLP est considéré comme organisation terroriste, alors que c'est des marxistes-léninistes, d'accord? Mais par contre, les 4000 soldats français qui sont en Israël et qui ont commis et qui se sont vantés avec des selfies de commettre des atrocités, eux, ils ne sont pas poursuivis. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Occident qui soutient le génocide. Face à la complicité active des régimes occidentaux, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la société civile comme BDS? Je dirais que c'est le levier essentiel que nous avons dans les mains. Il faut le défendre, il faut le développer. Il faut le développer sous ces 3 aspects. Boycott, désinvestissement, sanctions. Alors, désinvestissement, c'est probablement là que la société civile est la moins efficace, hein. Mais boycott et sanctions, ça, c'est vraiment le couple qu'il faut pousser en avant. Et ça leur fait très peur. Et ça leur fait très peur. Et il faut continuer. Et en plus, ça impose. Le BDS, hein, le boycott, ça ne consiste pas à ne pas acheter certaines denrées. Ça consiste aussi. Mais ça veut dire, cet État est un État voyou. Toute personne qui vient appuyer sur le fait qu'elle vient au nom ou appuyer sur l'État, on le boycotte. Que ce soit un universitaire, que ce soit un sportif, que ce soit quelqu'un de la culture. Un danseur. C'est-à-dire que l'idée, c'est on n'accepte pas que des gens puissent venir promouvoir, appuyer sur la politique d'un État actuellement génocidaire, mais de fait toujours un État d'apartheid,
déjà avant même qu'il entre dans la phase totalement génocidaire, on n'accepte pas et on demande aux Israéliens de prendre le parti de refuser cela. Je rappelle que dans ce très très sombre finalement XXe siècle, hein, même si quand même la décolonisation c'est pas rien, mais voilà, elle est loin d'être achevée, loin de là. Il y a une chose lumineuse hein, qui est quand même la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça paraît gros de le dire, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu lutter des dizaines d'années pour obtenir l'idée que partout sur la Terre, un noir et un blanc, ça vaut la même chose. Ça paraît fou. Si vous dites ça maintenant à un gamin, il va vous regarder avec des yeux, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité, quoi. Mais ça, on y est arrivé. Et on y est arrivé beaucoup grâce au boycott. Et je rappelle quand même, quand on dit, oui, le boycott, il a marché, pendant plusieurs dizaines d'années, il marchait petitement, jusqu'au moment où on a réussi à le faire grandir. Et un des points essentiels de la rupture du front intérieur dont on parlait en Afrique du Sud, ça a été le fait quand, enfin, les Jeux Olympiques ont exclu l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud ne voulait évidemment pas concourir avec des Noirs. Après, elle a dit, bon, on veut bien, mais il ne faudra pas qu'ils soient quand même dans les mêmes dortoirs que nous. Une option minoritaire, voire très minoritaire chez les Juifs, que d'assimiler sionistes et Juifs, c'est violer l'histoire. Et on a sorti récemment un livre qui est là, pour ceux qui lisent facilement les articles de toutes sortes. On a collationné sur 100 ans les articles... des articles d'intellectuels juifs expliquant pourquoi ils s'opposent à l'idée sioniste. C'est-à-dire prétendre que sionisme et juif, ça va ensemble, c'est totalement contradictoire avec les faits. Et si vous pouvez, promouvez... non. Poussez en avant ce livre. Bon, comment voyez-vous la cohabitation? Alors, pas maintenant, c'est peut-être dans 50 ans. Est-ce que vous voyez un État fédéral, bilingue? Comment vous voyez ça? Un seul mot, ça, c'est vraiment les gens sur le terrain qui le décident. Nous, ce qu'on doit imposer, c'est le droit. Après, c'est eux qui vont s'organiser. Les discussions éternelles sur plutôt ceci, plutôt cela, mais ça et ça, c'est pas bon. Je veux dire, rappelons, et en particulier pour Gaza, ce sur quoi il faut nous battre pour Gaza, c'est que ce soit la population qui fasse la reconstruction. Et la façon dont ça s'organisera ensemble, c'est les gens sur place qui le décident. Il y a une question du jour, parce que Pierre Stamboul a publié hier aujourd'hui avec des informations très inquiétantes sur des avions en partance de Gaza vers la Hawaï, vers Roumanie. Vas-y, réponds. Alors, il y a quelque chose qui vient d'abord d'Israël, qui prétend que leur politique de déportation volontaire, ils n'utilisent pas le mot déportation, mais bon, c'est ça quand même, marche. En fait, on ne sait rien de profond, mais ce que je peux vous donner, c'est la réponse. On a posé la question à notre compagnon Abou Amir et à ses équipes. Sa réponse a été « Nous, sur place, on ne voit rien du tout ». Non, c'est parti d'Al Jazeera, on n'a pas de preuve de quoi que ce soit. Que ce soit le but évident des Israéliens, c'est sûr. Je rappelle qu'il y avait 2 300 000 habitants à Gaza. Probablement, ils en ont tué 100 000. Et je veux dire que les projets de départ tels qu'ils peuvent être présentés, ça ne ressemble à rien. D'abord, la frontière est fermée. Pendant le court moment entre le 7 octobre et le moment où ils ont bouclé la frontière à Rafah, il y a en gros 80 000 Gazaouis, certains y étaient déjà, qui sont allés au Caire. 80 000, c'est 3 à 4% de la population de Gaza. Mais s'imaginer qu'il va y avoir des départs en masse, alors que quand nous avons demandé aux autorités françaises de faire sortir des gens précis qui étaient en danger pour des raisons de santé ou pour des raisons politiques, et que la France disait évidemment non, mais partir où, partir comment?
Par exemple, vous imaginez que les Gazaouis peuvent partir en Europe. Vous connaissez des pays qui donnent des visas Schengen, qui proposent autre chose qu'être torturés dans les camps de concentration libyens. Donc on comprend bien que cette idée-là, elle est absurde. Et puis il y a l'idée qui est l'idée de Trump et Netanyahou, si on les file à l'Égypte et à la Jordanie. La Jordanie, elle a 60% de Palestiniens. Si elle en prend 1 million, elle se suicide. On comprend bien que le pays explose. Et l'Égypte, il a été tué pour moins que ça, le Sadat. Donc non, ça n'aura pas lieu, ça. Un dernier mot, parce que dans toute cette horreur, il y a probablement des images que vous avez tous vues, je voulais vous la montrer, mais là on a débranché. Quand le cessez-le-feu arrive, 15 janvier ou quelque chose comme ça, tout le monde, et probablement tous les décideurs israéliens, étaient persuadés que les Gazaouis allaient se masser sur la frontière sud et demander à sortir. Ça a été exactement dans l'heure même l'inverse. C'est-à-dire, ils ont pris leurs gosses comme ils ont pu. On a suivi le trajet de la, qu'on aime tendrement la seule pour l'instant, et première femme pêcheuse de Gaza. Elle a 4 enfants maintenant. Elle a acheté une poussette à deux places, elle a mis les 2 moyens dedans, le papa tenait le tout petit, elle tenait à la main le grand, et hop, ils sont remontés. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont remontées à pied vers le nord en disant on retourne sur notre terrain. Donc voilà, les choses essentielles, elles sont là. Sauf que si nous, on n'est pas capable de les soutenir, si revenus chez eux, ils meurent de faim, qu'est-ce qui se passera, ça je peux pas dire. Voilà, merci beaucoup. Alors, une petite information. Le collectif Paix, tous les premiers vendredis du mois, distribue des tracts pour BDS. Devant Carrefour, oui, Carrefour Toit d'Andorre et Carrefour Quétigny. On a besoin de copains pour nous aider à tracter entre 17 et 19. Entre 17 et 18, pardon. Le premier vendredi du mois. On va bientôt aller boire un coup. On va bientôt aller boire un coup. Juste avant, un petit rappel annuel quasiment. À partir de mi-mai jusqu'à mi-juin, le 6e festival du cinéma palestinien à Dijon, à Lando, à la MJC de Chenauve, à Quetigny et aux Tanneries. Vous aurez le programme d'ici quelques temps et on est en train de le finaliser. Donc c'est aussi un grand moment pour pouvoir venir discuter. Si vous voulez donner de l'argent pour Gaza, pour l'instant, on continue à pouvoir en envoyer. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous le donner. Ou vous allez sur le site de l'UJFP, où il y a un bouton Hello Asso, Urgence Guerre à Gaza. C'est extrêmement simple. Il y a encore 2 autres événements au mois d'avril et au mois de mai. Karim Katan, un grand auteur palestinien, sera à Dijon le 16 avril, 20h. C'est en partenariat avec la librairie. 18 à 20h, excusez-moi. Et puis, il y aura également Ronnie Broman au mois de mai, mais vous aurez toutes les informations sur le collectif. N'oubliez pas toutes ces dates. Bonne soirée. Ronnie Broman, c'est le 16 mai. C'est à la salle Camille Claudel. Hein.